Bonsoir Bastien Millot. Bonsoir Ruth. Vous êtes président du groupe Big Malion, prof de communication politique à Sciences Po, ancien directeur de cabinet de Jean-François Copé. Arnaud Champremier-Trigano, directeur de l'agence Mediascope, ancien directeur de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, Nicolas Sarkozy, il revient dans le jeu. Le revoilou. Le revoilou, parce que c'était plutôt raté. Dans un premier temps, il est intervenu. Et puis, moi, j'ai une expression un peu dure, mais enfin, on a eu le sentiment qu'il s'est pris un râteau. Comme vous y allez. Non, c'est une difficulté pour lui pour arriver à trouver son positionnement. Pourquoi ? Parce que, il avait décrété que la com d'un ancien président de la République, au moins au début, c'était le silence total. Et là, il est contraint d'intervenir, et en plus d'intervenir dans un débat assez négatif, qui est générateur de mauvais coups en termes d'image. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ? Passer des messages. Donc, il y a plein d'émetteurs qui ne sont jamais lui, mais qui parlent en son nom. Alors, parfois, ils en rajoutent un peu. Parfois, ils font passer leur propre message avant tout. Et puis là, visiblement, il a envie de s'inviter à la table et de siffler la fin de la récréation. Il joue gros parce qu'il donne une échéance à mardi. Et évidemment, qui dit échéance dit si ça réussit, il est superstar. Mais si ça rate, on dira après Juppé, Sarko a échoué. Alors, on a vu les images de Nicolas Sarkozy qui faisait son jogging le fameux jour où il déjeune avec François Fillon. C'est pour décompresser. Oui, c'est pour décompresser et c'est pour se remettre aussi en scène parce qu'on sait que c'est un peu sa séquence fétiche, le jogging. Donc il faut c'était un peu passé de mode aussi. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il fait vœu de silence en se mettant dans la réserve, on sent bien que c'est pas sa nature et qu'il craque. Et là, il revient sur une double difficulté, c'est qu'à la fois c'est intéressant stratégiquement pour lui parce que ça élimine des concurrents potentiels pour dans 5 ans, Copé, Fillon, mais aussi Juppé qui a eu tout d'un coup l'idée qu'il pouvait peut-être revenir. Donc ça c'est clair. C'est réglé. L'éternel recours. C'est en train de tuer le parti, l'UMP, son parti, et donc il perd une assise politique dont il aura besoin s'il souhaite faire un retour. D'où cette intervention. Vous disiez, il va siffler la fin de la récré, mais il l'a déjà sifflé dans la semaine. Plus fort. La récré a continué. Voilà. Quand la maîtresse siffle la récré plusieurs fois, c'est qu'il prend un gros risque là. S'il rate cette fois, qu'est-ce qu'on va dire ? Il n'y a plus de patron, il n'existe plus. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va dire ? Il n'a plus de pouvoir, il n'a plus d'influence. Non, mais il y a une chose que Arnaud soulignait qui est intéressante, c'est que tous ces gens, tous ces protagonistes sont en position pour 2017. Que ce soit Fillon, Copé, les non-alignés, ou Sarkozy lui-même, ou Juppé. Bon, il a dit que non, mais enfin, il avait quand même envie de se réinviter dans la partie. Ouais, tout le monde a envie d'être autour de la table, tout le monde a envie de jouer un rôle, et tout le monde veut être celui ou celle qui aura dénoué la crise. Alors, évidemment, pour Sarkozy, c'est un gros enjeu, et encore une fois, il ne peut jamais le faire en parlant lui-même. C'est ça qui est dingue en communication. Parce qu'il y a aussi le Conseil constitutionnel auquel il doit, dont il doit respecter les statuts. Mais on dit beaucoup que depuis le début de cette crise, on dit ça sera ni Fillon ni Copé, ça sera peut-être un troisième homme, mais si Nicolas Sarkozy s'implique aussi, il prend le risque de ne pas être sur la photo non plus en 2017. Oui, il prend le risque, alors non pas d'être entaché comme les autres. Lui, son risque, c'est d'être enterré. C'est-à-dire que s'il ne réussit pas à dénouer la crise, alors il appartient au passé. On avait vu d'autres anciens premiers rôles comme ça essayer de revenir. S'il n'y a plus d'autorité, c'est que la séquence est terminée. Et donc c'est vraiment ça sa difficulté. Et quant au troisième homme, ce ne sera pas lui évidemment, mais ça peut être quelqu'un que lui placerait et qui du coup préparerait le terrain. C'est tout l'enjeu de ce retour. Mais qui choisir ? Et puis en plus, c'est un vrai test d'autorité pour le coup. C'est-à-dire que si ça réussit, effectivement, il aura marqué des points. Mais dans le cas contraire, bonjour les dégâts. Et perdons pas de vue qu'il n'a plus les leviers, parce que tant qu'on est président, les leviers, on les a tous. Quand on n'est plus aux affaires, comment il veut faire pression, à part avec la notoriété qui est la sienne et le soutien populaire? Mais au-delà de ça, il n'a pas. Est-ce qu'il s'est dit, si Jean-François Copé reste, je pourrais parvenir. Il faut quand même que les choses soient claires. C'est quand même moi le grand boss. On ne peut pas prendre la place comme ça. Je pense qu'au début, quand l'histoire s'annonçait telle qu'elle s'annonçait, c'est-à-dire avec un Fillon qui était donné vainqueur par les sondages et un Copé un peu en dessous, il se disait, bon, on va peut-être donner des petits coups de pouce de temps en temps pour faire remonter. Voilà. Puis je ne veux pas trop trancher. Mais à la fin, là, dans la nouvelle situation où l'UMP est à 50-50 et les deux camps se font face, et puis on voit que c'est une guerre de tranchées, une guerre de position où tout le monde ajuste ses pions, lui, il est un peu perdu parce que du coup, il est censé être au-dessus de tout ça, il est censé être la référence suprême, le rassembleur, et il n'a que des mauvais choix devant lui. Pour qui est son poulain parmi les deux? Personne aujourd'hui. Donc évidemment, ça renforce ce mythe du recours potentiel et de la troisième homme ou femme qu'on pourrait voir surgir. Alors, on va regarder une autre personnalité qui a marqué la semaine. Arnaud Montebourg, ce matin, avec les ouvriers de Florange devant Bercy. Vous savez que la personne qui décide, ce n'est pas moi. Maintenant, les choses sont engagées. Voilà, j'ai donné toutes les informations aux syndicats, aux élus. Voilà, là, je suis venu apporter
un geste amical à des gens qui se battent depuis longtemps pour défendre leur territoire, leur travail, leur savoir-faire. Exceptionnel. Exceptionnel. On défend la France dans cette affaire. Alors, cette communication très perso quand même, parce qu'il dit, si, c'est François Hollande qui décide maintenant. Donc, s'il ne décide pas comme il l'a promis, en gros, lui, il aura eu le beau rôle et le président aura eu le mauvais rôle. Pas seulement, ça sert à tout le monde. C'est une très très bonne opération de communication. Ça sert à François Hollande parce que tout d'un coup, il rééquilibre son gouvernement. Il avait un Valls qu'on savait très à droite, et puis tout d'un coup se révèle un Montebourg qui lui est très à gauche. Donc ça rééquilibre complètement son jeu politique. Et il pourra s'appuyer et faire sur l'un ou sur l'autre selon ce qu'il a envie de faire passer. C'est intéressant parce que pour Montebourg, c'est très bon vis-à-vis de l'extérieur. On retrouve Arnaud Le Rouge qu'on avait aimé pendant la primaire. Que vous aviez. Absolument. Oui. Donc voilà, donc il retrouve un peu son heure de gloire et on se dit finalement il ne s'est pas renié comme on avait pu le croire. Et puis c'est intéressant parce que pour l'avenir, il se positionne de façon très intelligente au sein du Parti Socialiste. Il prend le leadership. Et on a vu Emmanuel Morel, qui a la motion de gauche du PS, ou Benoît Hamon, lui courir un peu derrière. C'est-à-dire que c'est lui aujourd'hui qui incarne la gauche. Et pour cette génération, qui pour certains sont dans la tradition stratégique mitterrandiste, le parti se prend par la gauche. Et donc c'est cette carte-là qu'il est en train de rejoindre. Alors après ce déluge de compliments, juste un point sur ça. Ah c'était formidable. C'est normal, il a bien décrypté. Temporairement, c'est un décryptage de l'intérieur. Exactement. Mais moi, même en étant de l'extérieur, pour le coup, je salue ce coup stratégique politique de premier plan. C'est-à-dire que là, on dit bien joué, chapeau l'artiste, il est en position de force, il veut lui-même dicter la règle du jeu. Et le problème dans la communication d'Arnaud Montebourg, c'est que le meilleur, comme cette séquence que vous avez montrée, côtoie le pire, par exemple la marinière. C'est-à-dire qu'on oscille toujours. Le symbole, c'est que le verbe est toujours haut, le discours fort, les actes puissants, mais c'est parfois un peu à son détriment, et je pense qu'il va se faire encore plus détester par ses petits camarades. Vous me direz, le niveau est déjà assez haut, mais globalement, c'est monsieur coup de com', s'il réussit celui-là. Et s'il parvient à rallier... C'est quoi réussir celui-là? Si François Hollande fait la nationalisation, il a réussi. Il en tirera tous les bénéfices politiques. Mais moi, je pense que même s'il ne la fait pas, il a réussi. C'est déjà réussi. Mais plus s'il le réussit. En même temps, on ne parle pas du regard de l'étranger, de tout ce qu'on a dit sur la nationalisation. Ça, c'est pas important pour Arnaud Montebourg d'être désigné par les patrons. On peut avoir un débat politique sur le sujet. Oui, mais je veux dire, dans la com et dans l'image, c'est pas grave pour lui. Il passe ça par perte des profits. Non, mais aujourd'hui, il dit c'est pas grave, par perte des profits. C'est populaire à gauche, et on est nombreux à penser qu'il faut en arriver là. C'est populaire au-delà de la gauche. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quand même ces Guéant, ces Bayrou qui se sont prononcés pour cette mesure. Donc il y a à la fois un repositionnement sur la gauche et en même temps, il se présente comme une solution de bon sens. Et il a Monsieur Bon Sens, François Bayrou lui-même. Et en faisant ça, Ruth, il réhabilite le politique et la force du politique. En gros, on reproche souvent en politique d'être impuissant face aux phénomènes économiques. Là, il veut tenter un retour du politique sur les sujets. Ça vous laisse sceptique parce que vous en avez vu. Oui. Mais laissez-nous un peu de candeur. Peut-être qu'un jour, les politiques reprendront la main, qui sait. Tiens, il y en a un qui parle comme ça. On va voir. C'est Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, qui ce matin, dans Libération, a dit que François Hollande était aussi aveugle que Louis XVI et qu'il ignorait la possibilité d'un nouveau monde. Après, il est reçu à l'Élysée, comme par hasard ce matin. Et on va écouter ce qu'il dit. Il rectifie un peu, il est peut-être allé un peu loin. À chaque fois, c'est dans un contexte, et le mot plaisant et piquant illustre une situation. Le pédalo est venu en début de campagne présidentielle. Et ainsi de suite. Mais c'est étrange qu'on me demande à moi sans cesse de rendre des comptes sur mes mots, peut-être parce qu'ils sont très piquants et qu'on s'en souvient, tandis que des autres, on oublie tout. À quoi il joue, vous qui le connaissez bien? Alors il tape, il pique, et puis après il dit non, c'était rien, c'est pas grave. Alors il faut quand même... là, on est sur une interview qui fait une page et demie, qui est consacrée à l'écosocialisme. Il en parle énormément et évidemment on vient de chercher sur Hollande, et sur Hollande il fait le bon mot qui est intéressant en plus parce qu'il révèle quelque chose de sa perception de la personnalité de François Hollande, pas seulement de la situation du pays, d'un système qui s'effondre et de la réaction d'un président qui veut voler au secours d'une constitution qu'il pense lui finie ou moribonde. Donc il fait un parallèle qui est intéressant, mais évidemment non seulement c'est ce qui est retenu, mais c'est ce que les journalistes de Libération décident de mettre en titre. Donc ça n'a rien à voir avec le reste de l'interview, et là on sent que voilà, c'est cette déclaration en disant oui, c'est monté en titre. Mais non, mais il n'est pas sincère quand il dit ça. Il joue, il fait exprès. Mais là, on était dans une séquence Mélenchon light. Ce matin, c'était du Mélenchon light, Arnaud, vous qui le connaissez bien. Lui, Mélenchon compare Hollande à Louis XVI.
Copé, dans son discours de lancement de campagne à l'UMP, avait comparé Hollande à Louis-Philippe. Alors, il va falloir que les deux se mettent d'accord pour régler ce conflit historique, mais dans le fond, c'est vrai que lui, il se tuerait presque pour un bon mot. À chaque fois que ça peut jaillir, ça jaillit. Alors vous, après, vous nous expliquez. En tout cas, il ne se retient pas quand il en a un en tête. Mais c'est assez jubilatoire. Et je peux vous assurer le fils spirituel de Georges Marchais. Ils lui viennent spontanément à chaque fois. Ah bah on y croit. Et le pédalo, c'est pareil, ça lui est venu dans l'interview. Il a un Juste un petit mot, Bastien Mignot, vous qui connaissez bien Jean-François Copé, il veut vraiment sortir de la crise? Oui, je pense, oui. Quand? Ah bah écoutez, vous lui demanderez. Moi, en ce qui me concerne, je pense que le plus tôt sera le mieux pour tout le monde dans cette affaire, parce que franchement, le spectacle qui a été donné était quand même pas génial. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous, c'est le 20h de Marcotement.